Alors, bonjour à toutes. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Patricia Ferrante, sophrologue, qui est notre formatrice spécialisée sur le deuil. Et sophrologue depuis très longtemps, spécialisée sur le deuil. Elle fait la masterclass, Sophrologie, deuil, Julien Relax. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de lui poser 3 questions pour l'écouter, nous partager sa spécialité sur le deuil, son expertise et son accompagnement. Et je vais tout de suite relayer la première question qui a été posée par Heidi. Et la question est: quelle pratique utiliser en début de deuil? Alors bonjour déjà, et puis merci à toutes les personnes qui sont présentes et puis à celles qui écouteront ce live en replay. Alors la première chose que j'ai envie de poser, et c'est vraiment valable pour toutes les questions d'après et souvent pour beaucoup de questions en sophro, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite et qu'il n'y a jamais de protocole type, quelle que soit la problématique que l'on rencontre ou le moment où l'on rencontre la personne, notamment dans ce processus de deuil. Et que là, on en revient à un principe important en sophrologie, qui est le principe d'adaptabilité. Alors, sur cette question précise, la deuxième chose que j'ai envie de poser, c'est une autre question, en fait. C'est: est-ce qu'il est souhaitable, en fait, d'accompagner en début de deuil? Pourquoi? Parce que en début de deuil, on est encore dans cet état… Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par début de deuil, parce que ça peut durer selon les personnes. Et puis, on est quand même dans un état de choc qui fait qu'on est dans une sorte… Il y a un processus, ça c'est un rapide rappel, il y a quand même une sorte de processus de protection naturelle qui se met en place et qui nous plonge dans une sorte d'engourdissement émotionnel, au niveau de nos sensations corporelles, au niveau de nos pensées. Donc, c'est vraiment au niveau de toutes nos structures. Et ça, il ne faut pas le toucher. Il ne faut surtout pas aller plus vite que le rythme de l'endeuillé. Il ne faut surtout pas aller bousculer ce processus-là parce que quelque part, il nous permet de passer d'un moment où quelque part on a compris dans notre tête ce qui se passait, au niveau de l'esprit on a compris, mais on n'a pas intégré viscéralement ce qui se passait. Donc il y a une vraie dissociation entre l'esprit qui comprend, même si parfois il replonge dans des espaces ou des parenthèses de déni, mais il a quand même compris que la personne a été décédée, mais le corps, lui, il n'a pas du tout intégré viscéralement. Et là, ça va être important pour nous. Il y a une notion qui est importante par rapport à l'esprit et le corps et à cette intégration qu'on peut faire entre les deux. Donc, il y a cette espèce de dissociation et en même temps, le corps va somatiser beaucoup en début de deuil. C'est vraiment là où il va se passer, bonjour Violaine, où il va se passer beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de réactions au niveau du corps. Donc, quelque part, c'est là qu'on va pouvoir intervenir si on a quelqu'un en début de deuil. Parce qu'autre chose, avant d'aller un petit peu sur les pratiques plus spécifiques, pour répondre à la question, c'est rare d'avoir des gens en début de deuil. C'est rare d'avoir des gens qui viennent frapper à votre porte. Soit vous les avez déjà en accompagnement lorsqu'ils vivent un deuil et peut-être qu'ils resteront, peut-être pas, ils mettront peut-être entre parenthèses les séances. Soit ils viennent parce qu'ils sont recommandés par un médecin, mais souvent, ce n'est pas au tout début, c'est quand certaines choses commencent à s'installer de manière chronique, mais rarement d'eux-mêmes, en fait. Mais si c'est le cas, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de rester dans le corps. On est uniquement dans le corps à ce moment-là. La personne, elle va peut-être même venir avec d'autres demandes qui vont être, par exemple, un problème de sommeil, parce que c'est quelque chose qui va être touché quasiment tout de suite au moment du deuil. Donc, vous pouvez aussi commencer cet accompagnement sur cet axe-là, sachant que de toute façon, d'autres phénomènes vont émerger. Et que ça, c'est au moment de votre analyse viventielle que vous allez pouvoir amener la personne à certaines prises de conscience si c'est le moment pour elle de les faire. Donc, je vous ai parlé du sommeil. Vous avez aussi pas mal de problèmes au niveau digestif qui arrivent. Vous avez des problèmes au niveau des défenses immunitaires. Vous avez des douleurs qui s'étaient endormies qui peuvent ressurgir. Donc, vous pouvez déjà axer votre travail à ce niveau-là sans même attaquer un accompagnement directement sur la perte, en sachant encore une fois que des choses vont remonter. Moi, j'ai déjà eu une personne, c'était le cas, et en fait, elle s'est rendue compte au moment de la SAV qu'elle était très entourée. Et pourtant, dans cette période de deuil, pourtant, je n'avais à aucun moment parlé du deuil pendant ma séance. Donc, quand on revient au corps, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà poser un contenant, un espace extrêmement sécure. Pourquoi? Parce que le deuil fait voler tous nos repères en éclats.
Donc, quand les gens arrivent chez nous, c'est important qu'ils se sentent dans un espace qui est enveloppant. Et puis, on va travailler essentiellement l'ancrage et la verticalité, avec toutes les techniques qu'on peut connaître, qui sont purement sophrologiques ou autres, mais on travaille sur l'ancrage et la verticalité. On réinstalle la personne dans son axe, et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi aussi? Parce que cette confrontation à la mort va l'amener à se sentir éventuellement fragilisée et vulnérable. Elle reprend contact un petit peu avec sa condition d'être mortel. Donc, il va falloir aller sécuriser et la mettre en contact aussi avec cette vie qui circule en elle. Donc, pour ça, on a des techniques d'activation, d'harmonisation de l'énergie. C'est important, mais on est toujours dans le corps. On est toujours à « je reviens à ma sensation dans ce corps avec lequel j'ai coupé un petit peu ». Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, petit à petit, elle va arriver à se rapprocher de cette acceptation de ce qui se passe, de cette acceptation de la mort de la personne qu'elle aimait. Et on va arriver à une intégration viscérale, à retrouver ce qui est important chez nous, intégration corps et esprit. Et c'est ça qu'on va rechercher tout doucement. Alors, en parallèle, on peut, en fin de séance aussi, commencer à travailler, à la remettre en lien avec des petits instants positifs de sa vie, de manière à ce que sa conscience, qui est complètement repliée sur sa douleur, sur sa perte, sur ce qui se vit, se réouvre tout en douceur, mais sur des toutes petites choses. Et d'elle-même, vous allez voir qu'elle va arriver à se reconnecter, si elle a perdu un fils, peut-être à son deuxième fils ou à ses petits-enfants. Et ça va sortir au moment de la description de ses vivances, où elle va se reconnecter à des sensations de légèreté ou à des choses qu'elle ne ressentait plus. Donc là, il faut avoir confiance en la technique et dans tous les phénomènes qui vont sortir. Après, voilà, on est dans quelque chose, moi je ne peux pas détailler toutes les techniques, c'est beaucoup plus détaillé dans la masterclass, mais gardez à l'esprit, restez dans le corps et respectez le rythme de la personne, parce que la façon dont elle est à ce moment-là est importante pour protéger en fait son psychisme. C'est très très important pour que la perte puisse être acceptée petit à petit. Merci Patricia, parce qu'effectivement, la force de la sophrologie, c'est de ramener dans le corps et peut-être après d'amener dans la dimension existentielle en faisant cette harmonie entre le corps et l'esprit, mais tout part du corps. Et d'ailleurs, la personne qui va venir nous voir va exprimer, et tu l'as rappelé, cette somatisation corporelle qui, au début, est une somatisation négative et qui pourra être orientée avec la conscience vers autre chose, vers une autre ouverture, une somatisation positive. Alors, je te propose de passer à la deuxième question, qui est: la sophrologie peut-elle accompagner un deuil suite à une fausse couche? C'est quelque chose qu'on nous demande souvent, puisque tu vas nous expliquer pourquoi on nous la demande déjà souvent, cette question. On la pose souvent. Pourquoi? Parce que c'est un deuil qui n'est pas reconnu. Ça fait vraiment partie des deuils qui ne sont pas reconnus. Alors là aussi, c'est pareil, je fais un tout petit rappel. Quand on dit fausse couche, on pense souvent fausse couche, ce qu'on appelle les fausses couches précoces. Donc, dans le premier trimestre de la grossesse. Or, une fausse couche, ça peut aller jusqu'à 5 mois après le début de la grossesse. Et là, on est sur des fausses couches, ce qu'on appelle des fausses couches tardives. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors ça, c'est un constat général, c'est que quand un couple décide d'avoir un enfant, déjà, au moment de cette décision, il commence à se projeter. Et au moment de la grossesse, cette projection, elle se renforce. Donc, projection en tant que parent en devenir, projection de cet enfant à naître, qui est souvent un peu idéalisé, donc projection dans un avenir. La fausse couche, de façon quasiment, très brutale ou dans un espace-temps vraiment très réduit, elle vient mettre à mal tout ça. Elle vient terminer, j'ai envie de dire, cette projection, cette espèce de joie dans laquelle les gens se sont mis, même s'il peut y avoir des soucis physiques liés à la grossesse, etc., et que ce n'est pas forcément glamour tous les jours, il n'empêche qu'on est quand même dans une dynamique qui est porteuse et qui est tournée vers un avenir commun avec cet enfant, et qui va transformer aussi le couple. Et on va perdre un enfant qui n'existe pas, si ce n'est dans sa chair et dans le psychisme des parents, donc de la mère et du père. Mais pour les autres, cet enfant-là, il est invisible. Il est invisible pour l'entourage et il est invisible pour la société, parce qu'au niveau juridique, il n'est juste pas reconnu, de toute façon. Donc cet enfant, il n'a existé quasiment que pour nous. Donc ça devient très difficile, en fait, d'en parler
après, de parler de ce qui nous traverse, de parler de la peine. Or, c'est extrêmement important parce qu'on passe du plein dans le corps, du plein dans la tête avec ses projections, à du vide, à du plus rien, du plein au rien. Et on a envie de pouvoir partager ça, parce qu'en plus, on ne sait pas bien ce qui nous arrive. Hein. On rappelle que le deuil, déjà, de manière générale, il est tabou. Alors, dans le cadre de fausses couches, encore plus, parce qu'on ne vous reconnaît pas en deuil. Hein. Et vous allez même entendre des choses comme non, mais en fait, tu ne l'as pas connu, cet enfant, hein, donc c'est bon, on va peut-être passer à autre chose. Hein. Voilà. Et c'est très, très destructeur et absolument pas porteur. Voilà. Et ce qui se passe en plus de ça, c'est que la mère, là notamment, on pourra parler du père aussi, mais la mère, là notamment, son rapport au corps pourrait changer. Parce que quelque part, elle portait la vie. Hein. Ce corps, il était là pour donner la vie. Et consciemment ou inconsciemment, elle peut se dire qu'il a donné la mort et que ce corps est pas un corps de vie, mais un corps tombeau. Et ça peut même générer une sorte d'anxiété ou d'angoisse par rapport à son avenir en tant que mère potentielle, en tant que femme ayant la capacité de porter un enfant et de mettre au monde un enfant. Donc, ça peut être un problème pour les grossesses d'après. Et moi, d'ailleurs, j'ai souvent reçu des femmes, non pas après une fausse couche, mais au moment de la grossesse suivante, hein, qui arrivent, même, elles ne m'en parlent même pas, hein, elles viennent me dire qu'elles ont des crises d'angoisse. Et c'est en creusant au moment de l'anamnèse que vous vous rendez compte qu'un an avant, il y a eu une fausse couche qui a jamais été, dont les souffrances n'ont jamais été exprimées, en fait. Hein. Donc là, ça va être important déjà, de pouvoir légitimer qu'elle était en deuil, qu'elle est toujours en deuil d'ailleurs, puisqu'elle ne l'a pas fait, hein, qu'elle peut mettre des choses en place, nommer son enfant, planter un arbre, écrire une lettre, etc. Donc là, on est juste dans la parole. Et puis, on va aussi revenir au corps. Parce que ce corps dans lequel elle a perdu confiance, eh ben, ça va être important de reporter son attention sur ce corps qui fonctionne bien. Il y a des tas de parties du corps qui fonctionnent bien. Il y en a qui sont en convalescence. Il y en a plein d'autres qui fonctionnent bien. Et puis, il y a une énergie qui circule. Donc là encore, ne serait-ce qu'avec les mots qu'on va utiliser, la vie en mouvement, le souffle de vie, l'énergie qui circule, les parties du corps, on fluidifie les parties du corps, etc. On va la ramener à ce corps et à ces sensations dont elle s'est certainement coupée à un certain moment. Et ça, c'est extrêmement important. Hein, se rabattre aussi sur les structures du corps, aller lui faire sentir toutes les structures du corps, de ce corps qui est en vie. Et quand c'est difficile, on a les sons et on a le toucher. Et là, en règle générale, ça marche. Et puis tout doucement, mais ça va être peut-être un peu plus tard, si la personne reste, des fois ça lui suffit, hein, tout simplement, comment se projeter dans sa grossesse, quelle stratégie elle peut mettre en place pour la vivre au mieux. Hein. Et puis pourquoi pas travailler aussi son rapport à la parentalité. Comment c'était, comment c'est aujourd'hui, comment ce sera demain. Voilà. Enfin, il y a des tas de choses à faire. Il y a toutes les valeurs aussi à travailler. Plein de choses. Et surtout, ce que tu nous transmets, c'est tous les mots, ces mots particuliers que tu transmets. Ce n'est pas n'importe quel mot qu'on utilise dans l'accompagnement du deuil et dans le parcours que tu nous fais faire. Je pense qu'il y a toute ton expérience et ton expertise avec des mots, des phrases, une façon de penser, d'accompagner qui est vraiment très particulière et qui est propre d'ailleurs à ta méthode. Hein, je veux dire, c'est vraiment toi en plus. Ça émane de toi. Et je voudrais te proposer une troisième et dernière question pour rester dans le timing. C'est comment accompagnes-tu un adulte qui perd un parent âgé et comment est-ce que les sophrologues peuvent accompagner un adulte qui perd un parent âgé. Et en ce moment, voilà, c'est une demande fréquente au cabinet. Ouais. Ah oui. Alors, on ne reparlera pas tout ce qui est Covid, tout ça, parce que ça a déjà été fait dans un autre live. Mais ce qui est intéressant dans les questions qu'on a eues, c'est qu'on est passé des 2 premières questions, et notamment la deuxième, où il y avait plutôt un deuil de l'avenir à faire. Et là, en fait, on est plutôt dans un deuil du passé et du présent. Parce que souvent, avec nos parents, lorsqu'ils sont plus âgés, surtout quand ils sont très âgés ou très avancés en âge, on se projette moins quand même dans l'avenir. On est plus à profiter, à vivre ce qu'il y a à partager avec eux sur l'instant. Donc, c'est intéressant, en fait, ces questions mises en parallèle. Et qu'est-ce qui se passe quand on perd un parent ? On perd son statut d'enfant, quelque part. On n'est plus l'enfant de... Et pour peu que ce soit le deuxième parent qu'on perd, on n'est plus l'enfant de personne, en fait. Et être l'enfant de quelqu'un, c'est aussi consciemment ou inconsciemment savoir que quelque part, il y a un espace sécure où si vraiment dans la vie, on est confronté à quelque chose de compliqué,
on pourra y retourner. Alors, sauf à avoir des rapports extrêmement conflictuels, mais même parfois quand on a des rapports tendus, inconsciemment, dans un petit coin de notre tête, on sait que cette personne, elle est là, ou que ces personnes sont là, ou que cet endroit est là. Hein. Et ça, c'est quelque chose que n'ont pas les personnes qui perdent un enfant jeune, dont je fais partie. Et moi, j'ai souvent posé ce regard sur les gens autour de moi en me disant, ben ouais, parfois ils ont plus d'audace, ils prennent plus de risques, ou etc. Ils ont moins de besoin de sécurité. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils savent qu'en cas de problème, il y a cet espace. Alors que moi, je n'ai jamais su ça, en fait. Pour moi, c'était, il n'y a rien autour à part moi. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent avec ce témoignage-là. Hein. Donc voilà, cet espace sécure, ils le perdent d'un coup. Hein. Cet espace cocoon, ce regard qu'on porte sur eux comme étant des enfants dont on prend soin encore, auxquels on peut donner des conseils, ils le perdent. Donc quelque part, ils deviennent orphelins et ça, c'est quel que soit leur âge. Hein. On a une formatrice dans le groupe qui vient de perdre sa maman, ben, c'est exactement ce qu'elle ressent. Non, bon, je suis proche, donc on échange beaucoup. Et ce sont exactement les mots qu'elle utilise aussi. Hein. Elle se sent orpheline de mère, là, tout de suite. Et donc, ça va générer un énorme sentiment d'insécurité. Alors, c'est souvent dans le deuil, mais là, il est différent, en fait. Il est juste un petit peu différent. Donc, on ne va pas s'attarder sur toutes les autres choses, avec la perte d'une chance de se réconcilier quand ça a été difficile, les regrets de ne pas avoir été présent, etc. Ça, on peut le retrouver dans tous les autres deuils. Mais vraiment, ce sur quoi on va mettre l'accent, c'est cette sécurité intérieure, dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui, on peut tout doucement devenir le parent, son propre parent bienveillant, le parent de cet enfant qui pleure à l'intérieur, le parent de notre enfant intérieur, tout simplement. Et là, on a toutes nos techniques de RD1 qui nous réinstallent dans notre corps, mais aussi tout ce qui est ces techniques de RD2 qui nous amènent à la contemplation. Elles sont extrêmement importantes à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, comme dans tous les deuils, à un moment, on va aller revisiter cette histoire qu'on a eue avec ce parent que l'on vient de perdre et d'essayer d'aller voir aussi ce qui nous lègue. Qu'est-ce qui nous laisse en héritage? Quelle est la personne qu'on est devenue grâce à cette personne, quelle que soit la relation qu'on a eue? Parce que de toute façon, on s'est construit en fonction de cette relation. Hein, en mimétisme ou au contraire en rébellion ou dans un entre-deux. Mais qu'est-ce qu'elle nous a apporté et qu'est-ce que nous, on va avoir à un moment envie de transmettre? Hein, donc là, ça va nous ramener aussi à nos valeurs. Et là, j'ai presque envie de dire que si on perd le statut d'enfant et que ça peut être douloureux, parfois on se libère aussi de ce statut d'enfant. Parce que quelque part, en tant qu'enfant, on a le regard du parent sur soi. Hein, et que là encore, consciemment ou parfois très inconsciemment, on peut faire des choix dans nos vies, quel que soit notre âge encore, en fonction de ce que notre parent attend de nous, hein, ou de ce que notre milieu social peut-être attend de nous, qui est porté par notre parent. Donc, nos valeurs, on va pouvoir les revisiter. Et là, on a une technique qui est géniale, qui est la tridimensionnalité des valeurs. Allons voir comment on la vivait. Comment est-ce qu'on la ressent aujourd'hui dans cette espèce de no man's land là? Et puis, comment est-ce qu'on a envie de se transporter dans notre avenir avec cette valeur et dans notre rapport peut-être, nous, avec notre descendance, si on en a. Hein? Donc, on a des vrais outils pour accompagner, mais là encore, tout en douceur, dans la bienveillance, dans un espace contenant, cadrant, sécurisant. Et en gardant à l'esprit qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Donc, ce n'est pas parce qu'on perd son parent et qu'on a 60 ans que la douleur, elle est moindre que si on en avait eu 20 ou que si on en avait eu 10 ou un tout autre âge. C'est juste différent et qu'on réagira en fonction de notre histoire et de notre relation et de notre lien d'attachement. Voilà. Merci Patricia, et ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que ça relie aussi sur toute la phylogénèse, l'ontogénèse, les valeurs qu'on développe dans les degrés supérieurs et qui nous donnent du sens à notre vie, à la transmission, à ce qui nous relie tous entre eux, dans notre chaîne familiale, mais aussi dans toute l'espèce humaine. Et ça, c'est dans la force de la sophrologie existentielle, et tu le rappelles très très bien. Et donc, je voulais te remercier. On va faire une autre question qui est dans le chat hors enregistrement, mais je voulais te remercier pour ces 3 questions, ces 3 réponses que tu nous as apportées, puis toujours cette générosité et ce vocabulaire qui t'est propre.
et la douceur de ton accompagnement. Ben, Vraiment, merci merci beaucoup, à toi Patricia. pour l'organisation et à vous toutes d'être là, parce que c'est toujours grâce à vous que tout ça peut se faire, en fait. Voilà. À bientôt. Ah oui, la semaine prochaine, on aura 3 questions, 3 réponses avec Sophie Chabot et Stéphanie Renaudin qui vont vous parler des acouphènes. Donc, si vous avez 3 questions, 3 réponses sur les acouphènes, c'est le moment de les poser sur la page masterclass. Et ce sera vendredi prochain à 14h30. Et donc, on va arrêter l'enregistrement, mais on va continuer pour une question sur les 7 vallées, justement.